Un lundi soir, le 27 janvier, une fusillade a éclaté dans la région de San Elizario, au sud-est de la ville texane d'El Paso, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais c'était pas un simple conflit frontalier. L'incident s'est produit à 22 h lorsqu'une patrouille frontalière américaine stationnée à Clint a essuyé des tirs depuis le côté mexicain du Rio Grande. Les agents ont immédiatement riposté. Malgré la tension et le fait que des soldats mexicains avaient récemment été attaqués au même endroit, personne n'a été blessé. En fait, pour tout dire, de tels échanges de tirs transfrontaliers se produisent régulièrement depuis de nombreuses années. La situation est très tendue, mais que font réellement les cartels mexicains à la frontière américaine et pourquoi personne ne peut les arrêter? Avant tout, un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret destiné à ceux qui ont tendance à oublier de faire ce petit quelque chose sous la vidéo. Pensez-y. Des corps abandonnés au bord de la route, des fusillades dans des quartiers huppés, des camions incendiés, des hommes armés qui braquent les conducteurs et que personne n'arrête. Une guerre a lieu au sein de l'une des organisations mafieuses les plus puissantes du monde, le cartel de Sinaloa. Deux factions s'y affrontent pour le contrôle d'un empire criminel valant des milliards d'euros et il y a énormément de sang versé. Tout a commencé là, au Mexique, à la fin de juillet 2024. C'est à ce moment-là qu'Ismael El Mayo Zambada Garcia, le parrain du cartel et l'un des hommes les plus recherchés du Mexique, est descendu de sa cachette dans les montagnes. Mais il ne l'a pas fait pour rien. Il avait été invité à une réunion amicale par Joaquín Guzmán López, le fils d'El Chapo, le célèbre criminel, fondateur du cartel de Sinaloa. Guzmán López avait invité El Mayo dans la ville de Culiacán, puis ils ont pris un avion privé pour le nord du Mexique afin d'inspecter des propriétés. Le patron du cartel, l'un des criminels les plus dangereux du pays, a accepté. L'homme âgé, car El Mayo avait déjà 76 ans, est monté à bord de l'avion Beechcraft King Air sans se douter que l'impensable venait de se produire. Une trahison. Lui, le parrain du cartel, avait été piégé par le fils de son ancien allié, et non seulement piégé, mais aussi kidnappé. Le petit avion a transporté El Mayo de l'autre côté de la frontière, au Texas, où il a été arrêté par des agents américains. Pour info, le gouvernement avait offert 14,3 millions d'euros pour sa capture. C'est ainsi que le fugitif, un criminel dangereux et influent qui était en cavale depuis des dizaines d'années, est tombé entre les mains de la justice américaine. Tout ça par suite du double jeu d'un autre membre du cartel. Mais personne n'avait anticipé les retombées. Les dernières années avaient été plutôt paisibles pour l'État de Sinaloa dans le nord-ouest du Mexique. Le cartel de Sinaloa dirigeait les opérations dans la région et l'organisation criminelle étant assez soudée, les guerres de territoire étaient rares. Même le taux officiel de meurtre y était inférieur à celui de nombreuses grandes villes américaines. Je dis bien américaines, pas mexicaines. Mais après la trahison de Guzmán López, le calme a pris fin. Pendant le mois qui a suivi l'arrestation d'El Mayo, l'État de Sinaloa s'est lentement rapproché du gouffre pendant que les héritiers du cartel tentaient de parvenir à un accord, de régler les choses, d'éviter une effusion de sang. Après tout, comme je l'ai dit, il s'agissait d'une organisation criminelle soudée. Seulement, début septembre, le cartel a finalement décidé de riposter par une vague de meurtres, ce qui a signé le début d'une véritable guerre civile. J'exagère pas, certes le cartel avait déjà connu des tensions et certaines avaient duré des années, mais l'intensité et la brutalité quotidienne de ce nouveau conflit atteignaient un tout autre niveau. C'était une guerre. Et comme toute guerre, elle a eu de graves conséquences économiques. Les experts l'ont souligné, notamment le chef de la commission des droits humains de l'État de Sinaloa. Ces derniers mois, la ville de Culiacán a connu des violences constantes et extrêmes. Notre ville fait face à des événements sans précédent, dit un membre de la commission locale de sécurité. Nous n'avons jamais connu autant de morts violentes auparavant. Et étant donné que de nombreux crimes ne sont pas signalés, les choses pourraient être encore bien pires.
Au jour du tournage de cette vidéo, plus de 1000 personnes avaient été tuées ou étaient portées disparues, selon les rapports officiels. Le véritable chiffre, on ne le connaîtra jamais, du moins pas avant des années. Pour préserver leur sécurité, les habitants imposent maintenant leur propre couvre-feu, restant chez eux après la tombée de la nuit. Les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école par crainte des tirs perdus. Les enseignants eux-mêmes ne viennent plus travailler car ils ont peur d'être tués en chemin ou à l'école. L'économie locale est paralysée, de nombreux travailleurs ne se présentent plus pour la même raison. Les entreprises ont réduit leurs heures d'ouverture ou même fermé car, les choses ne sont pas sûres. La capitale de l'État, Culiacán, a déjà perdu des centaines de millions d'euros et ce chiffre, tout comme le nombre de victimes, ne cesse d'augmenter. La situation frôle la crise humanitaire, les gens doivent même faire la queue pour de la nourriture. Là encore, en risquant leur vie. Voici à quoi ressemble la rue principale d'une grande ville. Elle est déserte. Franchir le seuil de sa maison expose à des dangers mortels. Il est arrivé que des hommes armés sortent 2 maires locaux de leur voiture avant de partir avec les véhicules. Un jour, la police de Sinaloa a trouvé une camionnette blanche avec une inscription « Bienvenue à Culiacán » près d'un stand de tacos. À l'intérieur se trouvaient les corps de 5 hommes qui, à en juger par l'odeur, avaient été tués plusieurs jours auparavant. Et de telles scènes sont monnaie courante. À Elote, à 1 heure de route au sud de Culiacán, même les résidents les plus âgés se cachent chez eux quand des convois d'hommes armés traversent la ville. Et non seulement ils se cachent, mais ils s'enferment parfois pendant des jours. Dans le sud de Sinaloa, des résidents ont passé 1 mois enfermés chez eux après le début du conflit. Difficile de leur en vouloir, car lors d'une guerre interne, c'est pas les criminels qui souffrent le plus, mais les innocents. Ils se retrouvent pris dans la lutte pour le pouvoir, alors que les 2 camps se traquent sans merci. Les membres du cartel se moquent bien de savoir si leurs actions risquent de faire des victimes extérieures. Pour eux, c'est des dommages collatéraux. Bien sûr, les autorités tentent d'intervenir. Le gouvernement fédéral a envoyé 1100 soldats pour patrouiller et l'armée a saisi des armes dans les locaux de la police de Culiacán. Ça s'est produit car il existait de sérieux soupçons que le cartel et les officiers de police locaux étaient de mèche. Le général Francisco Jesus Leana Ojeda, qui était auparavant en charge des forces armées à Sinaloa, a même déclaré que la sécurité de l'État ne dépendait pas de nous, mais de l'arrêt des affrontements entre gangs. Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Les factions en guerre au sein du cartel de Sinaloa ont même des noms, Los Chapitos et la Maïssa. Vous l'avez compris, la première a été fondée par les fils d'El Chapo, tandis que la seconde est dirigée par le fils d'El Mayo. Les 2 factions sont aussi puissantes que dangereuses. S'opposer à elles est sacrément risqué. Par exemple, le 21 octobre, les forces mexicaines ont été impliquées dans l'un des affrontements les plus meurtriers des 10 dernières années, qui a fait 19 morts parmi les membres du cartel et a permis la capture d'un membre haut placé de la Maïssa. Le 28 octobre, un petit avion appartenant à Los Chapitos a largué 4 bombes sur Vasco Gil Durango, un bastion de l'organisation Cabrera Sarabia, allié de la Maïssa. C'est sans fin. Il ne servirait à rien d'arrêter ou d'éliminer les membres d'une faction pour calmer l'autre. Tous sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Oh, et vous ne rêvez pas, ils possèdent des avions et des bombes. Cette querelle interne est une véritable guerre, et malgré les efforts du gouvernement, rien n'indique que la violence va s'arrêter de sitôt. De plus, elle est sur le point de déborder de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis. Chihuahua, Sonora et Baja California sont des États mexicains qui ont tous souffert des actions du cartel entre 2018 et 2025. Et avec cette guerre civile affectant le cartel, les factions s'emploient à redéfinir leur territoire. C'est pourquoi la violence s'intensifie. Depuis l'arrestation d'El Mayo, le nombre d'attaques et de bombardements a augmenté, notamment à cause des drones. En mai de cette année, des groupes armés ont utilisé des drones chargés d'explosifs à 15 reprises. C'est plus du double des mois précédents. De nombreux élus mettent la population en garde. La violence entre les héritiers d'El Chapo et d'El Mayo pourrait toucher la Californie, le Texas et la Floride.
En ce moment même, les cartels volent des trains à la frontière. On se croirait au Far West, mais avec une touche de technologie moderne. Comme le trafic de migrants ralentit et que le trafic de drogue est plus difficile en raison des contrôles frontaliers renforcés, les cartels mexicains doivent trouver de nouvelles sources de revenus. L'une d'elles consiste à piller des trains de marchandises traversant le sud-ouest de l'Amérique du Nord. Au cours des derniers mois, le bureau du procureur de l'Arizona a inculpé 15 personnes pour leur implication dans des plans dignes d'un vieux film de cow-boy. Leur méthode, forcer les trains à s'arrêter pour les dévaliser et transporter les biens volés en Californie ou au Nevada. Près de la moitié des suspects sont des citoyens mexicains de Sinaloa. Les suspects utilisent des coupe-fils et des scies pour accéder aux compartiments contenant des marchandises de valeur telles que vêtements, boîtes à outils et appareils électroniques. Parfois, ils endommagent accidentellement des contenants alimentaires, rendant leur contenu impropre à la consommation. Mais c'est qu'un dommage collatéral. Une fois à bord, les braqueurs appellent leur patron au Mexique qui contacte des entrepreneurs américains via des applications de messagerie. Ensuite, un échange de coordonnées GPS a lieu, puis tout va très vite. Les complices du cartel utilisent leur équipement pour accéder au chargement et immobiliser le train. Une fois le train à l'arrêt, les marchandises sont déchargées et empilées près des voies et bientôt, les entrepreneurs arrivent, généralement en SUV ou en pick-up, parfois dans des camionnettes louées. Ils chargent le butin et le transportent aux États-Unis jusqu'à des revendeurs en Californie. Bon, mais et les États-Unis, ils font quelque chose pour empêcher ça? En fait, des membres de la nouvelle administration Trump ont suggéré de déployer des forces spéciales pour s'attaquer au cartel. Un peu comme le font déjà les États-Unis pour combattre le terrorisme et réprimer les insurrections à l'étranger. Mais pour l'instant, c'est que des paroles, car les cartels disposent de capacités de représailles. Tout au long de l'histoire du Mexique, ils ont montré une capacité incroyable à s'adapter et à riposter. Il faut bien comprendre que les cartels mexicains sont plus que des organisations criminelles. Ils sont militarisés et ils disposent de ressources financières importantes, de chaînes d'approvisionnement internationales et de réseaux logistiques qui s'étendent aux États-Unis. Ainsi, il est peu probable que ces énormes cartels restent passifs face à une offensive de l'armée américaine. Au contraire, comme l'histoire l'a montré, ils risquent fort de riposter, et non seulement de se défendre, mais aussi de passer à l'offensive. On estime qu'ils disposent de sérieuses capacités terroristes. Et puisque les agents des cartels sont déjà bien établis aux États-Unis, cette guerre pourrait déborder sur le territoire américain. Certains ont bien essayé d'éliminer les cartels auparavant, mais sans succès. En fait, les choses n'ont fait qu'empirer. Peu après que Felipe Calderón est devenu président du Mexique en 2006, il a déclaré une guerre contre la drogue et il a déployé l'armée contre les cartels. Mais au lieu de réduire la criminalité, ça a conduit à une aggravation de la violence. Les cartels ont riposté en attaquant les forces de l'ordre, le personnel militaire et les fonctionnaires. Un jour, une unité entière de 20 officiers de police a démissionné après une série d'attaques qui ont causé la mort de leur chef et de 5 agents en seulement 3 mois. Des fonctionnaires étaient également assassinés à n'importe quelle heure du jour et n'importe où. Outre la violence physique, les cartels utilisaient des tactiques psychologiques. Ils exposaient les corps de leurs victimes pour instiller la peur chez les habitants. Et ça marchait, la population était terrifiée. Une autre tentative s'est produite le 17 octobre 2019 lorsque les forces de l'ordre mexicaines ont arrêté Ovidio Guzmán López, le fils d'El Chapo. À ne pas confondre avec celui qui a trahi El Mayo. El Chapo avait beaucoup de fils, tous impliqués dans les affaires du cartel. Bref, les autorités mexicaines ont arrêté Ovidio, mais le cartel de Sinaloa a riposté. À l'aide de véhicules blindés, de mitrailleuses, de roquettes et autres armes lourdes, 700 membres du cartel ont lancé des attaques sur des cibles civiles, gouvernementales et militaires à travers Culiacán. 56 détenus de la prison locale ont déclenché une émeute, volé des armes aux gardes et se sont évadés. Ces événements ont pris le nom de bataille de Culiacán ou Jeudi noir. Finalement, Ovidio a été relâché. Le cartel a pris 8 soldats en otage et les autorités ont dû céder. Le président de l'époque a soutenu sa libération
afin d'éviter d'autres meurtres. De tels événements constituent l'histoire récente du Mexique. Les cartels ripostent contre tout ce qu'ils perçoivent comme une menace pour leurs affaires. Ce qui s'applique non seulement à la lutte des autorités contre le crime, mais aussi par exemple au travail des journalistes. Certaines années, le Mexique a connu plus de reporters tués que des zones de guerre actives. En résumé, sachant ça, il est facile d'imaginer comment les cartels réagiront à des opérations transfrontalières américaines. Et très probablement, cette réaction aura lieu sur le sol américain. De plus, toute campagne militaire américaine visant les cartels devra s'appuyer sur un partenariat solide avec le gouvernement du Mexique. Ça va de soi, sans l'accord du Mexique, les États-Unis ne peuvent rien faire. En cas contraire, ce sera considéré comme une invasion. Enfin, les États-Unis devront être prêts à faire face à d'éventuelles représailles des cartels sur leur propre sol. Tout devra être soigneusement évalué pour déterminer si une guerre contre les cartels vaudrait le coup des retombées juridiques, politiques et diplomatiques qu'elle entraînerait. Quant aux autorités mexicaines, elles ne sont pas pressées de coopérer. En février, le président du Mexique a averti les États-Unis que le pays ne tolérerait jamais une invasion. On ne peut pas dire que sa réaction ait surpris grand monde. Et on peut facilement imaginer comment les cartels réagiraient si les États-Unis décidaient de leur faire la guerre. Bien sûr, ils ne resteraient pas de leur côté de la frontière en attendant d'être attaqués. Non, ils frapperaient certainement les États-Unis de l'intérieur. Et les réseaux qui sont actuellement utilisés pour le commerce de la drogue dans les grandes villes comme Los Angeles et Chicago, ainsi que dans des communautés rurales, offriraient aux cartels l'infrastructure nécessaire pour d'éventuelles contre-attaques. Ça pourrait aller jusqu'à des attaques terroristes contre des politiciens, des chefs de la police et même du personnel militaire. Sans oublier les liens qui relient les cartels à des banques illégales chinoises et à des gangs basés aux États-Unis. Tout ça permettrait de faciliter les opérations des cartels sur le sol américain. D'ailleurs, en plus des attaques physiques, les cartels sont capables d'attaques informatiques. Après tout, on est en 2025. Les cartels mexicains se tournent de plus en plus vers la cybercriminalité, piratant des institutions gouvernementales et commerciales pour servir leurs intérêts. De plus, ils utilisent les bases de données de la police pour traquer et cibler leurs ennemis. Tout ça pourrait conduire à une panique et déstabiliser la société, à tel point que les Américains eux-mêmes demanderaient la fin des opérations contre les cartels mexicains. Mais surtout, il y a un élément clé qu'on a tendance à oublier. Les cartels mexicains sont très puissants. Certes, les forces spéciales américaines sont parmi les meilleures au monde, mais l'Institut Cato rapporte que les cartels mexicains pourraient se révéler tout aussi redoutables. Leurs membres ressemblent à des criminels ordinaires. Mais après toutes ces années, les cartels mexicains ont mis la main sur des armes modernes telles que fusils d'assaut, lance-roquettes, drones, mines, équipements anti-chars et grenades. Dans une vidéo de propagande diffusée en 2020, des membres du cartel de la nouvelle génération de Jalisco posent devant des véhicules blindés militaires. On connaît aussi des cas de cartels utilisant des missiles sol-air et des renseignements suggèrent qu'ils possèdent bien des roquettes anti-chars. Bref, une guerre contre les cartels ressemblera sans doute à ce que les troupes américaines ont connu en Irak et en Afghanistan. Embuscade, attaque éclair, les membres de gangs utiliseront leur connaissance du terrain, laquelle fera défaut aux forces spéciales, même si les combats se déroulent sur le sol américain. De plus, les cartels sont actifs dans certains quartiers urbains bondés, où les opérations militaires sont difficiles car elles mettent les civils en danger. Et comme vous l'avez compris, les cartels ne se préoccupent pas de ça. Alors, oui, ce sera compliqué. Vous me devez un like. A plus.